bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Laurent Pasquier, je suis médecin généticien, donc clinicien hein, au CHU de Rennes, et donc en contact avec les patients. Et justement, cette session est une session qui est destinée à travailler et à approfondir, hein, bien sûr, le rôle des patients comme un acteur incontournable de la médecine génomique. Et d'ailleurs, si on reprend le rapport du comité directeur hein, pour les droits de l'homme dans le domaine de la biomédecine et de la santé du Conseil de l'Europe, il est mentionné que la médecine génomique ne devrait pas être proposée au public avant que des dialogues publics efficaces n'aient eu lieu avec tous les acteurs et tous les secteurs concernés. Mais donc, du coup, évidemment, la question, c'est... Il y a des principes qui vont être réexprimés ce matin, mais il y a aussi... la traduction finalement concrète, hein, comment on met en œuvre l'implication des patients qui vont aussi être discutés ce matin. Et donc on a conçu finalement différentes interventions avec le comité de pilotage et avec les acteurs de ce matin qui vont partir un peu du macro, hein, des principes et des concepts, et puis pour aller vers le micro et vers l'accompagnement au plus près des patients. Et nous aurons donc 5 orateurs et oratrices différentes pour illustrer ces travaux et ces projets, puisque donc, comme l'avait dit Anne en début de journée, hein, l'idée c'est aussi de lancer des perspectives à explorer et de susciter des collaborations peut-être avec des partenaires de la salle et de l'auditoire, soit ici, soit en ligne, puisqu'il y a toujours des partenaires en ligne. Je ne sais pas combien des auditeurs en ligne, combien ils sont, mais j'espère qu'ils m'entendent. Voilà. Donc je passe tout de suite la parole à Laurence Lvoff du Conseil de l'Europe pour un quart d'heure environ. Hein. Et donc, on dit un quart d'heure pour chacun des orateurs. Et à la fin, j'inviterai tout le monde pour venir faire ici une table ronde. Tenez. Bien, bonjour et encore une fois, excusez-moi, le retard, c'est de ma faute. J'ai pas un GPS implanté. Pardon, plus près de la bouche, ok. Juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers des institutions européennes, à part l'Union européenne, parce que ça tout le monde connaît, mais le Conseil de l'Europe c'est plus ancien, et surtout c'est beaucoup plus large, ça comprend 46 États membres, 47 l'année dernière, mais on a exclu la Russie pour des raisons qui, je pense, vont vous paraître évidentes. Donc 46 États membres, ça veut dire qu'on va vers le nord, vers l'Islande, et vers l'est avec la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le résultat d'une réflexion menée avec tous ces États-là, où la notion de débat public ou de dialogue public n'est pas forcément arrivée au même niveau dans tous ces États et en fonction des priorités et du contexte dans lequel se trouvent ces États. D'autre part, le travail que mène le Conseil de l'Europe dans ce domaine s'inscrit dans ces activités de protection des droits de l'homme, qui sont un des piliers essentiels, avec notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'institution probablement la plus connue du Conseil de l'Europe. Excusez-moi, je vais passer au suivant. Donc le Conseil de l'Europe, il a une activité normative, il développe des instruments juridiques internationaux contraignants et dans le domaine qui me concerne, concernant la protection des droits de l'homme dans le domaine biomédical. L'instrument de référence, c'est la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, dite Convention d'Oviedo, que la France a ratifiée. La ratification, c'est un engagement en vertu du droit international à respecter les principes qui figurent dans ces textes. Et comme vous le voyez, c'est un instrument qui date d'il y a un certain temps, puisque c'était dans les années 90 qu'il a été développé et finalisé en 96, mais que déjà, on parlait de la question du débat public, parce qu'il y avait une conscience que les questions de droits de l'homme dans ce domaine biomédical concernaient l'ensemble de la société. Et pour cette raison, vous avez un article qui exige des États qu'ils prennent des mesures pour assurer ce débat public et qu'ils consultent de façon appropriée, notamment dans le développement des politiques. On retrouve ces éléments-là avec un petit bémol qui est sur la question de l'information du public, et je reviendrai là-dessus parce que ça, c'est l'information, c'est monodirectionnel, alors que le débat et le dialogue, c'est bidirectionnel. On le retrouve dans un texte qui est dépendant de cette convention et qui est plus centralisé sur la question des tests génétiques. Donc quand on a fêté les 20 ans de cette convention,
Bon, certes, c'était un événement festif, etc. Mais l'idée, c'était surtout de regarder si ce qui avait été élaboré dans les années 90 restait pertinent au regard des développements, à la fois dans le domaine de l'évolution des pratiques, notamment autour des questions de consentement, de la place de l'enfant, par exemple, de la participation de l'enfant au processus décisionnel, qui sont des choses qui ont évolué, les droits des patients, et aussi au regard de l'évolution technologique, avec notamment l'intelligence artificielle, les neurotechnologies, et les évolutions dans le domaine de la génétique et de la génomique. Et ce qui est ressorti de cette discussion, c'est qu'il y avait de nouveaux enjeux et surtout que l'accord qui a présidé à l'élaboration de la Convention, c'est l'idée qu'on a une synergie entre l'attention portée aux droits de l'homme et la notion de progrès. L'idée étant qu'en se penchant sur les risques d'abus, d'utilisation abusive de certaines technologies ou de certains développements, on favorise qui relève véritablement du progrès. Il faut faire attention parce qu'on a tendance à utiliser un vocabulaire innovation, avancée, qui a une connotation très positive dans le langage. En réalité, une innovation, c'est une nouveauté qui a trouvé un marché, pas forcément bénéfique pour l'homme. Donc cette terminologie, je trouve que c'est important d'appeler l'attention là-dessus. Là, quand je parle de progrès, c'est véritablement de choses qui sont positives, et notamment pour la santé humaine. Donc ce travail qui a été fait à l'occasion des 20 ans de la Convention d'Oviedo, qui est passé par des consultations auprès des instances concernées, y compris les comités nationaux d'éthique, des 47 États membres du Conseil de l'Europe, mais aussi des spécialistes de droits de l'homme, le secteur académique, les professionnels, a abouti à la définition par le comité intergouvernemental, donc le comité au sein duquel siègent les représentants des 46 États membres maintenant du Conseil de l'Europe, à l'élaboration d'un plan d'action stratégique sur les droits de l'homme et les technologies en biomédecine, qui couvre la période 2020 à 2025, donc on est encore dedans, et qui part d'un certain nombre de principes de base, qui est que, certes, l'innovation est source de progrès, mais également d'inquiétude, notamment parce que elle permet un contrôle accru de la vie humaine, si on veut parler en termes génétiques. Pardon, oui, génétique aussi, mais en termes génériques. Je ne sais pas si le lapsus doit être interprété, je vous laisserai ça pour la discussion après. Donc, à la fois sur les individus et sur la société dans son ensemble, et qu'il est absolument essentiel de définir une nouvelle gouvernance qui ne va pas se limiter à contrôler les applications et les risques qui ont été révélés dans ce contexte-là, mais qu'il faut vraiment développer des mécanismes pour guider le processus d'innovation, c'est-à-dire qui, depuis le début, depuis la recherche jusqu'à l'application, et qu'il est important que ce processus permette de relier le processus d'innovation aux valeurs et aux droits, aux principes que la société cherche à protéger. D'où l'importance du dialogue public, parce que c'est une façon de comprendre ces valeurs essentielles, ces principes essentiels que la société cherche à protéger. Donc là, c'est un terme général. Il y a plein de situations individuelles, à la fois à l'intérieur des pays, des points de vue différents, mais en tout cas, c'est un révélateur des éléments importants qu'il faut garder à l'esprit tout au long de ce processus. Ça, c'est un objectif. La réalité est peut-être un petit peu plus complexe, on pourra en discuter. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'ancrer le dialogue public dans la gouvernance des nouvelles technologies. Et quand je dis gouvernance, c'est une multitude d'outils, ce n'est pas uniquement la réglementation. Il peut y avoir plein d'autres éléments qui forment ce cadre de gouvernance des technologies, mais le dialogue public doit faire partie intégrante de ce processus, et c'est un continuum, non pas forcément, ça peut être des événements ponctuels, mais c'est aussi un continuum. Donc comment on arrive à promouvoir ce dialogue entre le public, et là je ferai une distinction entre patients et le public en général. Je pense que ça, c'est aussi important de garder ça à l'esprit. Et puis, les décideurs, le secteur scientifique, enfin, tous les parties prenantes dans ce domaine. Donc, ce plan d'action, il est articulé autour de 4 piliers. Et celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celui de la gouvernance, avec des objectifs spécifiques qui ont été définis. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'en 15 minutes, c'est un petit peu compliqué. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui que vous voyez entouré. Alors, je n'arrive pas à lire de loin, donc je suis... Donc, c'est encourager le dialogue public afin de promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence dans le domaine biomédical. Donc, sous ce pilier-là et sous cet objectif spécifique,
le comité a défini un certain nombre d'actions, et c'est une de ces actions que je vais évoquer plus précisément. Mais avant ça, je voulais faire un petit arrêt sur la question de la médecine génomique qui implique un certain nombre de prérequis, et notamment l'accès à des quantités massives de données. Donc, en fait, le succès de cette technique dépend de cet accès à ces quantités massives. Et on voit bien qu'il faut, et on l'a évoqué largement hier, que des gens acceptent de partager ces données-là. Donc il y a une dimension d'altruisme et de solidarité dans ce geste-là, mais qui sont intimement liés au principe de réciprocité. Alors la réciprocité dans le contexte du Conseil de l'Europe, c'est aussi l'idée de l'équité d'accès aux soins, des principes de justice, du respect de l'autonomie. Ce sont ces aspects-là que l'on sous-entend. Donc il faut que les personnes acceptent de partager ces informations, et ça crée un certain nombre d'obligations aussi pour les chercheurs, hein, et les professionnels de santé et l'État, les autorités compétentes. Ce qui inclut l'information des personnes concernées sur les résultats inattendus, il faut avoir des mécanismes de gouvernance qui soient suffisamment robustes pour ça, la question d'équité d'accès aux traitements et aux résultats des recherches, toutes ces questions-là se posent dans ce contexte-là. Mais le rôle qui a déjà été évoqué hier, le rôle important, le facteur important dans ce contexte-là, c'est la question de la confiance. Alors là, hier, on l'a évoqué de façon générique, et je pense qu'il est intéressant d'essayer de réfléchir à la confiance en quoi et la confiance en qui. Et ça, on voit que d'un pays à l'autre, et je pense que la Covid a été très intéressante sur ce plan-là, parce qu'elle a montré comment cette question de la confiance pouvait éventuellement remettre en question l'efficacité des mesures qui étaient prises. Et là, si vous regardez ce qui s'est passé en Suède, où toute la gestion de la pandémie a été faite par le Chief Epidemiologist, donc uniquement par des scientifiques, ce n'est pas forcément des choses qui seraient envisageables dans d'autres pays. Donc le contexte de base, la confiance dans le système de santé, la confiance dans la science, dans le secteur de la recherche, tout ça sont des choses qui sont importantes. Et il me semble que la Covid aussi a eu des aspects négatifs, au sens où on avait déjà une défiance, notamment en France, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des institutions et des autorités compétentes. Mais il me semble aussi qu'il y a eu un début de perte de confiance dans le domaine scientifique. Et je pense que ça, c'est assez important. Et je pense à la thèse, et je me dis qu'il y a peut-être des choses à creuser sur ce plan-là, mais malheureusement, elle a commencé en 2022. J'attendais la date pour savoir si ça avait commencé avant, pour voir s'il y avait une évolution, ce qui serait intéressant aussi à travailler. En tout cas, je pense que pour nous, je vous associe à ça parce que je me dis que vous êtes aussi préoccupés par les droits de l'homme. Il y a eu un effet bénéfique de la Covid, qui est une prise de conscience que si on néglige ces aspects-là, on va avoir une perte de confiance. Et si on veut être sur un plan purement pragmatique, ça va poser un problème. On peut ne pas croire à l'importance de ces questions-là, mais on peut être pragmatique en disant par contre que la confiance, c'est vraiment essentiel, et que c'est important de porter une attention précise aux facteurs qui sont susceptibles de l'affecter. Donc, parmi les actions sous cet objectif spécifique défini dans le plan d'action, il y a l'organisation d'un atelier, c'est ce qui a eu lieu en novembre l'année dernière, pour le dialogue public sur la médecine génomique. Alors, ce n'était pas discuter de la médecine génomique, c'était discuter du dialogue public sur cette thématique-là. C'est quelquefois difficile de garder le cap dans les discussions autour de ça, mais l'objectif, en tout cas, de cet atelier, il s'articulait autour de 4 objectifs précis. Promouvoir une compréhension commune de la médecine génomique, examiner comment le dialogue public facilite l'information, les échanges ouverts, etc. Et puis, quel est le rôle en fait des patients et du public et leurs intérêts dans ce domaine-là. Donc la nécessité d'un niveau de participation ou de surveillance du public, j'aurais dû rajouter un point d'interrogation par rapport à cet objectif-là. Comprendre la prévalence du dialogue public sur la génomique, à la fois au niveau national et international, et discuter la façon dont le dialogue public peut permettre d'anticiper et à la fois l'innovation et les besoins de réglementation, en révélant en fait des éléments importants pour la société dans son ensemble, qui doivent être particulièrement protégés dans les mesures qui sont prises et l'évolution des recherches dans ce domaine. Je pense que les dias seront partagés. Le lien que vous voyez en dessous, c'est un lien direct avec la page web de l'atelier, où il y a l'enregistrement de toutes les interventions et des discussions. Donc vous pouvez aussi accéder en anglais et en français à l'enregistrement de cet atelier. Donc
Il était organisé autour de, en fait, un certain nombre de questions. Là, je vous ai cité les questions essentielles autour duquel était structuré l'atelier. Donc, qu'est-ce que le dialogue public sur la médecine génomique? Pourquoi il est important et quand est-il important de le mener? Est-ce qu'on écoute et on apprend suffisamment dans le dialogue public dans ce double sens, encore une fois, donc pas uniquement l'information? Et quel est le niveau de participation et ou de surveillance du public qui est nécessaire au développement, à la gouvernance et à la réglementation de la médecine génomique? Donc les résultats, là je fais court, je pense que je suis encore dans les temps, je regarde Laurent. Pardon? Ben, j'ai 2 dias là sur les résultats. Bon. Voilà, donc dire que les initiatives nationales et régionales pour l'accès aux données génomiques doivent s'appuyer sur une réglementation et une gouvernance collaborative. Jusqu'à présent, un des points qui a été souligné, c'est qu'on a fait beaucoup de focus sur les questions de consentement, de supervision médicale et d'information, et que peut-être il est important, non pas de laisser tomber cette partie-là, mais de tenir compte aussi de la question de la confiance, encore une fois, avec tout ce que ça implique sur la confiance en quoi et la confiance en qui, et le rôle de la gouvernance, et réfléchir aussi à ces questions-là sur la transparence et la réciprocité. Et je n'ai pas trouvé d'équivalent français au terme accountability. On traduit ça par responsabilité, mais l'idée de rendre compte, en fait, de cette obligation-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas le propre de la génomique. C'est cette question du dialogue public et de la responsabilité, elle est vraiment cruciale à mon sens. L'idée que le dialogue public, ça doit faire partie intégrante de la réglementation et de la gouvernance de la médecine génomique, et qu'il y a un risque lié à l'absence de dialogue public dans ces domaines-là, un risque d'effet boomerang, de retour négatif sur avec une défiance, une perte de confiance, et donc une participation à cet effort commun qui éventuellement est affecté par cette absence de confiance. La nécessité de plus d'informations sur la médecine génomique au sens général du terme, transparence des intérêts en jeu, explication sur les enjeux scientifiques et les garanties apportées à la protection des données relatives à la santé. Donc on dépasse même le domaine de la génomique propre, mais c'est important de le souligner. Mais l'information, ce n'est pas le dialogue. Et c'est très important de garder ça en tête. Quand on parle du dialogue public, on voit bien, si vous regardez, si vous connaissez un peu les travaux de l'OCDE dans ce domaine-là, ils déclinent ça sous toute une série d'éléments dans lequel il y a le niveau information, qui est pour moi une partie nécessaire du dialogue, mais qui n'est pas un dialogue. Un dialogue, ce n'est pas non plus une discussion d'experts devant le public qui peut poser des questions. C'est vraiment l'idée d'un échange dans les deux sens. Donc le dialogue public, c'est quelque chose qui est compliqué, pas facile à mettre en place, qui exige des ressources, qui exige du temps, mais ce n'est pas un argument pour ne pas travailler là-dessus, au contraire. Et donc, il y a aussi des expériences qui peuvent être intéressantes, notamment dans le domaine des biobanques, où il y a peut-être des expériences à tirer, des leçons à tirer plutôt, de cette expérience-là pour mettre en place ce dialogue public dans la génomique. Le dialogue public, c'est bien sûr l'occasion d'entendre la diversité des perspectives, des points de vue, et encore une fois, là, celui des patients peut être différent de personnes qui ne se sentent pas concernées, même si dans la génomique, on est tous des patients qui nous ignorons, en quelque sorte, si je m'exprimer ainsi, dont l'importance de réfléchir aux critères d'inclusion dans le débat pour aller chercher des personnes qui n'y participent pas forcément facilement, y compris des mesures en matière de littératie en santé, mais également des mesures dans la gouvernance et dans l'initiation du dialogue public pour inclure le maximum de personnes en situation de vulnérabilité particulièrement. L'idée que c'est une information à double sens, que c'est à la fois une information des participants, mais aussi des organisateurs et des initiateurs, et qu'il y a une reconnaissance de la valeur de ce dialogue dans les deux sens de la part des deux parties. La notion de co-construction est également quelque chose qui est revenu de façon importante sur les questions en jeu. Donc, ne pas prédéfinir ce qui va être l'objet de la discussion et qui va être important. Au contraire, laisser les participants aussi définir ce qui est important pour eux. La question de la transparence et de la responsabilité, cette responsabilité dans le sens de accountability, c'est-à-dire d'expliquer quand on initie un débat ou quand des autorités compétentes initient un débat, qu'elles expliquent pourquoi éventuellement les résultats de ce débat ont été pris en compte, ce qui a été pris en compte, ce qui n'a pas été pris en compte et pourquoi. Donc ce retour-là, il est vraiment essentiel parce que les gens prennent du temps
prennent ce travail très au sérieux. Et il n'y a rien de pire pour discréditer que de considérer que le dialogue public, c'est une cage à cocher en disant, ben voilà, j'ai consulté, et puis bon, on l'a pris en compte, mais en fait sans une obligation d'explication et de retour sur la façon dont ça a été fait. D'où la réalité de la prise en compte des résultats dans le processus même de décision. Juste dernière diapositive, proposition pour la suite, de nos travaux. Donc on a fait cet atelier, les résultats, je vous les ai présentés brièvement. L'idée maintenant, c'est de travailler, on a fait un guide sur le débat public, et l'idée maintenant, c'est de travailler de façon plus concrète et pratique sur un guide pour le dialogue public. Alors c'est un peu subtil comme différence, mais le guide sur le débat public, il était très orienté sur des initiatives ad hoc. Là, l'idée, c'est ce continuum intégré à la gouvernance. Et donc, l'idée, c'est d'aller plus dans ces éléments-là et d'être un petit peu plus concret. Et puis, de réexaminer aussi les instruments juridiques pertinents, que ce soit sur les tests génétiques ou sur les biobanques, à la lumière des résultats de l'atelier, notamment sur cette question du dialogue public et de l'intégration dans la gouvernance des technologies. Voilà, je vous remercie. Merci. Non, peut-être là, comme ce sera plus simple, poursuivre. Merci beaucoup, Laurence. On va prendre les questions à la fin, si vous voulez bien. Pardon, les questions à la fin. On va tout de suite donc passer la parole à Madame Jessie Dubief de l'association Aurore 10. Quelques mots d'Aurore 10, 1000 organisations dans 70 pays différents. Une force de frappe. Très bien, merci beaucoup. 15 minutes. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs choses. Déjà, effectivement, l'association Aurore 10. Donc, je m'appelle Jessie Dubief. Je suis responsable d'un programme qui s'appelle le Rare Barometer au sein d'Aurore 10. Merci. Et donc, je vais vous parler notamment du programme, mais aussi d'une enquête qu'on a réalisée en 2018 auprès des patients atteints de maladies rares et de leurs familles sur leurs préférences en termes de partage de données. Alors, pour vous donner un peu de contexte, déjà, Aurore 10... première chose, déjà, je vais m'excuser, il y a certaines diapos qui sont restées en anglais, mais parce qu'on est une association européenne une fédération d'associations de personnes atteintes de maladies rares. Donc, on a plus de 1000 organisations qui sont membres, dans plus de 70 pays, donc pas uniquement en Europe. On a également donc dans nos membres, on a un certain nombre d'alliances nationales, mais aussi de fédérations européennes qui représentent des maladies rares, une maladie rare ou un groupe de maladies rares au niveau européen. C'est une association qui a plus de 25 ans maintenant et qui a on est plus de 40 personnes à travailler dans cette association entre Paris, Bruxelles et Barcelone. Donc, notre travail, et on a différentes façons de faire ce travail, c'est de faire en sorte que les maladies rares soient prises en compte dans les politiques publiques au niveau européen, mais aussi d'accompagner les patients dans cet objectif. Et donc, on a un programme qui s'appelle le Rare Barometer, qui a été créé en 2017, qui est un programme d'enquête. En fait, c'est l'initiative de sciences sociales ou d'enquête développée au sein de l'association. Et donc, c'est ce programme que je dirige, avec l'objectif de transformer l'expérience et l'opinion des personnes qui vivent avec une maladie rare, et sur des sujets qui les concernent directement, en chiffres et en faits, pour nourrir le plaidoyer de la communauté des maladies rares. Donc non seulement d'Aurore 10, mais aussi de nos membres. Et alors, vous le voyez peut-être pas sur la diapositive, mais en fait, ça fait partie de toute une dynamique et qui est portée par Aurore 10,
qui est de l'evidence-based advocacy. Donc comment on fait du plaidoyer qui s'appuie sur des faits avec une volonté multiple, et notamment de s'assurer que tout ce qu'on va porter au niveau européen ou tout ce que nos membres vont pouvoir porter dans leur pays puisse s'appuyer sur ce que vivent réellement et ce que pensent réellement les malades et leurs familles. Comment ça se traduit? Ça se traduit par 1 à 3 enquêtes par an auprès des malades, de leurs familles proches, les aidants, en 23 langues, parfois plus, mais à minima en 23 langues. C'est des enquêtes qui sont en ligne, donc elles sont mondiales, même si, selon les enquêtes, on a entre 85 et 95% des répondants qui viennent d'Europe. En réalité, c'est accessible n'importe où. Les données sont sauvegardées sur un serveur sécurisé en France et les résultats sont toujours envoyés à l'ensemble des participants, c'est-à-dire à l'ensemble des répondants. Et par ailleurs, nos membres, et je vous donnerai un exemple avec une enquête qu'on a réalisée sur le diagnostic, nos membres ont aussi toujours la possibilité de recevoir leurs résultats. C'est-à-dire les alliances nationales ont les résultats par pays. Les associations, les fédérations européennes ont les résultats pour leurs maladies au niveau de l'Europe. C'est quelque chose d'important parce que ça veut dire aussi qu'ils sont détenteurs de leurs résultats et qu'ils peuvent travailler dessus, ce qui est parfois compliqué s'ils n'ont pas les moyens en interne de travailler, d'analyser ces résultats. Donc c'est aussi un appel ouvert aux chercheurs. Si vous souhaitez avoir accès déjà aux résultats du baromètre, si ce n'est pas à l'échelle européenne, ce n'est pas à nous qu'il faut les demander, c'est aux associations membres d'Eurordis. Et souvent, ils ont besoin d'aide pour pouvoir analyser les résultats. Et donc, ils sont en recherche de partenariats assez régulièrement. Et on s'appuie par ailleurs sur un panel de plus de 20 000 personnes qui... Alors, le panel, c'est quoi? C'est que c'est des personnes qui vivent avec une maladie rare et qui ont accepté de recevoir des invitations directement par email à chaque fois qu'on a une nouvelle enquête. Et donc il y a maintenant, depuis 2017, le panel augmente régulièrement et on a maintenant plus de 20 000 personnes qui sont dans ce panel, sachant qu'il n'y a aucune obligation de s'inscrire à ce panel pour participer aux enquêtes. Alors, un exemple d'enquête qui a été réalisée, avant de revenir sur l'enquête précédente. Je vous disais que les membres ont accès à leurs résultats. Donc, on a par exemple réalisé une enquête l'année dernière sur la trajectoire diagnostique des personnes qui vivent avec une maladie rare, où on a eu plus de 13 000 répondants dans le monde. Donc, on est encore en train de travailler sur la publication des résultats européens. Toutefois, les membres d'Eurordis, ils ont eu leurs résultats et donc il y a déjà accès aux résultats par pays, par fédération européenne. Donc de la même façon, si vous voulez avoir accès ou travailler avec les associations de patients pour pouvoir avoir accès à ces résultats et les utiliser, c'est tout à fait possible, sachant que ce qu'on regarde dans cette enquête, c'est vraiment les déterminants, les principaux déterminants qui expliquent le temps d'accès au diagnostic. Que ce soit, alors un diagnostic confirmé, que ce soit les caractéristiques sociodémographiques des malades ou des répondants, que ce soit les caractéristiques de la trajectoire diagnostique, ou que ce soit les caractéristiques de la maladie. Et dernière chose avant de passer à la présentation des résultats de l'enquête qu'on a réalisée sur l'utilisation des données. On a une enquête en cours sur le dépistage néonatal, sur l'opinion des personnes qui vivent avec une maladie rare sur le dépistage néonatal, qui est une enquête qui est menée par le baromètre, mais qui fait partie d'un projet européen, enfin, pas uniquement européen, en réalité, c'est un projet AMI, donc avec la Commission l'Europe qui finance, mais également de l'industrie pharmaceutique. Et donc ce projet s'appelle Screen for Care. Et donc l'enquête, donc c'est uniquement, puisque c'est le baromètre, c'est uniquement les personnes vivant avec une maladie rare qui peuvent répondre. Il y a aussi un volet sur la population générale dans le cadre de cette recherche. L'objectif,
alors, vous avez accès notamment au questionnaire, puisque si vous ne vivez pas avec une maladie rare, il vaut mieux pas que vous répondiez, mais vous pouvez avoir accès au questionnaire et vous verrez qu'on a des questions alors, sur leur opinion sur est-ce qu'il faudrait, à leur avis, faire du dépistage néonatal pour leur maladie, mais aussi pour d'autres maladies, selon les critères de traitabilité ou d'actionnabilité. Et donc ça viendra nourrir la recherche, alors nourrir le plaidoyer d'Aurore 10, en fonction évidemment de l'opinion des patients, mais aussi nourrir un second volet de la recherche Screen4Care, qui est un pilote qui sera mené dans 4 pays, où il y aura 20 000 nouveau-nés qui vont être dépistés à la naissance. Donc les listes de maladies qui vont faire partie de ce pilote seront choisies aussi en fonction des résultats de cette enquête. Et ça permettra aussi d'avoir un suivi lors de ce pilote des effets psychologiques, des effets psychosociaux du dépistage et de la faisabilité du dépistage pour les maladies qui seront dépistées dans le pilote dans ces pays-là. Alors, l'enquête dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est plus en lien avec le sujet de la conférence, c'est le partage et la protection des données des personnes vivant avec une maladie rare. Donc, c'est une enquête, une des premières enquêtes réalisées par le Baromètre en 2018. Alors, c'est un petit peu, je suis dans une position un peu particulière, je tiens quand même à le dire, c'est que c'est une enquête sur laquelle je n'ai pas travaillé puisque j'ai rejoint le Baromètre après qu'elle ait été réalisée. Donc, je suis dans la position de présenter les résultats de mes anciens collègues. Voilà, donc c'est pas en mon nom propre. Donc pour les citer, il y avait Sandra Courbier qui était la responsable du Baromètre à ce moment-là, Virginie Brosfacer qui a également travaillé dessus. Elle était à distance hier, elle nous suivait à distance hier, je le sais, je ne sais pas si elle est encore là aujourd'hui, mais voilà, je n'avais pas travaillé dessus. Donc je tenais juste à le préciser. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée. Alors, 2018, c'est important, j'arrête pas de le répéter, mais parce que c'est quand même avant le Covid. Probablement qu'il y a des choses qui ont changé. On se pose d'ailleurs la question de refaire une enquête sur le sujet des données, mais le point de départ, c'était vraiment la spécificité vis-à-vis de cette question du partage des données des personnes vivant avec une maladie rare, avec des populations de petite taille, diversifiées, isolées géographiquement, une peur de la discrimination, et c'était un des préalables de l'enquête, et ça se confirme compte tenu des résultats, une vulnérabilité inhérente au fait de vivre avec une maladie rare, et des bénéfices avérés au partage de données, et encore une fois, on voit que les personnes vivant avec des maladies rares sont vraiment très favorables au partage de leurs données, y compris de leurs données de santé. L'objectif du projet, c'était d'encourager les chercheurs et les soignants participant à des initiatives de partage de données à reconnaître l'importance de prendre en compte le point de vue des personnes vivant avec une maladie rare, des patients et de leurs familles, et d'encourager les échanges sur les bonnes pratiques du partage de données. Alors, ça c'est une des diapositives que j'ai pas pu complètement traduire, mais aussi pour vous dire que ça s'inscrit dans un contexte plus large. Il n'y a pas juste eu l'enquête du Baromètre. L'enquête du Baromètre, elle s'inscrit ici. Ah, bon, je ne peux pas vous le montrer avec. Vraiment dans une étape, mais elle avait été préparée dans le cadre d'un projet qui s'appelait RD Connect, où il y avait déjà... donc c'était une plateforme qui permettait de connecter des bases de données, des registres, des biobanques. Et donc, c'est déjà des choses qui ont été discutées, ce point de vue des patients, et donc ça permettait vraiment de préparer l'enquête dans ce cadre-là. Il y a eu un webinaire réalisé par Aurore 10 avec une 50aine de participants. À nouveau avec RD Connect, et donc là le Baromètre avait participé, c'était Sandra Courbier à l'époque qui participait, c'était un exercice Delphi avec des patients experts sur le sujet de la protection des données et du partage des données, donc ça 2 ans auparavant. Et également la participation dans le cadre de RD Connect à des focus group avec cette fois 52 patients.
Et le résultat de ces exercices préliminaires ont été publiés également, donc vous avez le lien vers la publication. Tout ça a amené à une enquête à grande échelle. Donc mars à mai 2018, en ligne, environ 2000 répondants dans le monde, en 23 langues, et avec un questionnaire qui a été développé avec un comité d'experts, donc ce qui me permet de préciser un petit peu aussi la façon de travailler du baromètre. C'est que donc on a surtout des enquêtes quantitatives en ligne, donc par questionnaire, et qui sont toujours développées avec des comités d'experts dans lesquels les représentants de patients sont évidemment représentés. Alors, vous avez les publications. Je vous laisserai y aller avec le PowerPoint. Premier grand résultat, les malades souhaitent partager leurs données, massivement, pour encourager les recherches sur leur maladie, soit par exemple pour mieux comprendre les mécanismes et les causes de leur maladie, pour développer de nouveaux traitements pour leur maladie, ou pour mieux diagnostiquer leur maladie, ou même pour améliorer leurs soins, par exemple, recevoir davantage de conseils spécialisés. Mais 95% sont aussi prêts à partager leurs données pour améliorer la recherche sur des maladies autres que les leurs. Et c'est plus que dans la population générale. Donc il y a effectivement dans cette population, on le voit, vraiment une forme d'altruisme très forte, puisque c'est 95% qui sont prêtes à les donner, même si ça ne les concerne pas directement l'utilisation qui en est faite. Les données qui sont considérées comme sensibles par les malades, alors les informations sur les handicaps, les informations génétiques sur la maladie, ça vient en deuxième, mais c'est quand même uniquement 49%. C'est pas la majorité. Les données physiologiques, pression sanguine, résultats d'analyse biologique, les symptômes liés à la maladie et le nom de la maladie en dernier pour un tiers. Quelles sont les principales motivations pour partager ces données ? À 70%, c'est quand même mieux connaître sa maladie. Pouvoir ensuite discuter et poser des questions aux professionnels impliqués, notamment quand c'est un projet de recherche, et connaître les résultats du projet de recherche. Ça marche. Pour ce qui est du contrôle, et là on retrouve le titre qu'on a donné à cette recherche, c'est qu'ils souhaitent, par contre, ils veulent partager, mais ils souhaitent contrôler. À 80%, avoir un contrôle total ou presque total sur leurs données. Et notamment parce qu'ils voient un certain nombre de risques, le principal étant le partage de leurs données avec un tiers sans leur consentement. L'utilisation aussi de leurs données dans un contexte différent de celui pour lequel elles ont été collectées. L'utilisation des données sans qu'ils en soient informés, mais aussi devenir l'objet de discrimination. Donc ça arrive uniquement en quatrième, mais c'est quand même beaucoup plus que dans la population générale, où on a uniquement 5% des personnes qui ont été interrogées dans une autre enquête qui considéraient que c'était un risque sur le partage des données de santé. Il y a également une plus grande confiance dans les organisations à but non lucratif. Donc la confiance, c'est principalement dans les médecins, surtout dans les médecins qui sont impliqués directement dans les soins, auprès des chercheurs ou des organisations de patients, à 80%, d'autres professionnels de santé qui arrivent ensuite, et ensuite, moins de la moitié, les gouvernements de leur pays, les chercheurs d'une entreprise de tests génétiques. Ensuite, on a tout ce qui est industrie pharmaceutique et uniquement 16%, les compagnies d'assurance.
Et enfin, on leur a aussi posé la question de savoir si ils étaient prêts à déléguer les responsabilités d'utilisation secondaire des données ou d'utilisation des données à des comités d'éthique. Et ben, c'est assez partagé. 50% sont pour, 43% sont contre et 8% ne savent pas vraiment. Donc je vais m'arrêter là. Ça va nous permettre de pouvoir en discuter ensuite au cours de la discussion. Mais voilà, on partage, mais on contrôle quand même ce qui est partagé. Et notamment, le fait de laisser les décisions à des organes extérieurs n'est pas complètement... c'est pas complètement partagé. Merci beaucoup. Très bien, donc nous allons enchaîner pour ensuite faire cet échange ultérieurement donc avec Monsieur Wannes Van Hof, donc de l'Institut Sciences Anno, Institut de la santé publique en Belgique, et donc notamment de l'équipe éthique et engagement citoyen. Merci Wannes pour un quart d'heure. Tu as le micro ici. Et, je ne sais pas où est Lucie. Bonjour tout le monde, je vais déjà m'introduire un peu. Oui, voilà, ça c'est moi. Je suis Wannes Van Hof, je suis philosophe et anthropologue d'entraînement. J'ai mon doctorat en bioéthique. Et je vais vous parler un peu de l'expérience belge. Et l'idée derrière cet enchaînement de présentation est d'abord le cadre un peu théorique, le cadre européen par Laurence, puis le focus sur le niveau européen, et puis un partage d'un exemple national, et puis on va encore préciser. Et donc, notre expérience est basée un peu sur plein de projets. Chloé a déjà parlé de quelques projets hier, donc je ne vais pas trop répéter, mais le début était très précis. C'était un peu l'inverse de la stratégie de la session aujourd'hui. C'était pas forcément comme le plan génomique, pas tellement large, mais un plan très spécifique pour implémenter la technologie NGS en oncologie en Belgique. Et il y a des questions sur le consentement, gestion de données, comment respecter les droits de patients, sur lesquels on voulait discuter avec les patients même. Et donc il y avait des groupes de discussion, on a impliqué pas mal de parties prenantes, et le succès de ce projet est qu'on a vraiment influencé la loi qui organise le remboursement des tests NGS et l'enregistrement des données NGS des patients cancéreux. Et donc, s'il y a une leçon déjà à tirer, il y a des outils hors d'un grand loi qui peuvent quand même influencer la pratique et l'organisation des soins autour de la technologie NGS. Puis, le ministre de la Santé publique a vu nos résultats et elle a dit mais il y a quand même des questions fondamentales sur la génomique. Et pourquoi garder ce focus sur le cancer? Il faut un peu explorer ces questions pour la génomique en général. Et donc, on a organisé un forum citoyen avec l'aide de la ministre pour vraiment créer un agenda de changement pour créer un cadre un peu plus large autour de la génomique en Belgique. Ce forum citoyen allait vraiment en profondeur avec 32 citoyens pendant 3 week-ends avec plein d'experts qui les ont aidés. Et après, une des conclusions était c'est quand même dommage qu'on discute qu'avec 32 citoyens, c'est un sujet très important qui touche à tout le monde et qui va toucher à tout le monde quand les technologies NGS et la génomique seront appliquées partout, même dans la prévention. La médecine personnalisée, ça va toucher à tout le monde. Donc, discutons avec tout le monde. Et donc, cet débat à large échelle, on a appelé le débat ADN. Ce qui est important ici, entre le forum citoyen et le débat ADN, il y avait les élections, et donc il y avait un plan d'un groupe de travail, d'aller changer un peu le cadre légal et éthique. Après, la ministre ou sa partie a perdu les élections,
Et en Belgique, on est champion à ne pas avoir un gouvernement. Donc, pendant 2019 et 2020, on n'avait pas de gouvernement. Et donc, il n'y avait pas les moyens, ni rien, ni le pouvoir de vraiment faire avancer ces groupes de travail. Et après, en 2020, il y avait le Covid, il y avait un nouveau ministre avec des nouvelles priorités. Et donc, on n'a vraiment pas pu implémenter comme on voulait. Ce qui est quand même un peu dommage, mais qui était hors de notre contrôle. Donc après, il y avait le débat sociétal. Et finalement, il y a le projet TEDAS, parce que c'est quoi un génome? C'est en données énormes et très spécifiques, mais surtout en données de santé. Et TEDAS, c'est Towards the European Health Data Space, donc l'idée de préparer l'espace de données de santé européen. Et là, on a discuté avec les citoyens qu'est-ce qui peut ou ne peut pas se passer avec vos données secondaires. Et donc, c'était très intéressant pour moi de voir aussi que les gens avec les maladies rares sont très prêts à partager leurs données. Je pense que si on informe un peu plus sur la génomique, sur les maladies, ce sera toujours le cas, mais peut-être que les questions que les citoyens posent ou les conditions sur lesquelles ils veulent partager peuvent changer aussi. Voilà un peu pour vous montrer, ça c'est juste pour le forum citoyen. Donc il y a toujours une phase préparatoire où on parle aux experts pour un peu discuter des questions, de l'agenda. Si vous auriez l'opportunité de discuter à profondeur avec les citoyens les sujets, quelles seraient les questions que vous aimeriez avoir répondu? Ça aide aussi à finalement pouvoir implémenter l'agenda de changement qui sera proposé. Après, il y a un peu un dossier d'information pour les citoyens, pour leur donner l'outil, pour leur to empower them. C'est un mot très difficile à traduire en français et en néerlandais également. Il y a une partie neutre qui est venue pour un peu observer, pour assurer qu'on n'a pas trop influencé, qu'on n'a pas trop introduit de biais. Si jamais on a invité un expert, qu'on invite également un expert qui a argumenté un autre point. Et donc, puis il y a les citoyens mêmes qui ont écrit leur rapport. Donc, c'est vraiment leur voix eux-mêmes. Puis c'est nous, notre analyse qualitative. Et après, de nouveau, on a discuté avec les parties prenantes, avec les experts pour créer cet agenda. Et qu'est-ce qui est dit dans un tel projet? Qu'est-ce que les citoyens, quelles sont un peu leurs contributions dans le débat sociétal? Bon, par exemple, dans le débat ADN, il y a quelqu'un qui a dit « Je pense que l'ADN permettra, à court ou moyen terme, de comprendre le fonctionnement intime de l'être humain, peut-être même comment je gère mes propres émotions. Je préfère être maître des informations que j'ai vues sur moi. Partager mon ADN revient à tout donner sans savoir vraiment ce que cela représente. » Et donc, ces slides servent plutôt à indiquer que les enjeux sont assez élevés, sont assez importants, que dans le vécu des patients, des citoyens, il s'agit vraiment de leur identité, des données très importantes pour eux. Et en même temps, il y a cette incertitude autour de la génomique, autour de ce qui sera possible au futur, ce qui est déjà possible aujourd'hui. Il y avait plein d'experts qui sont venus parler aux citoyens qui se contredisaient. L'un disait oui, ça nous permettra de mieux traiter, on saura ça, dans 5 années, ça va être une évolution énorme. Et 5 minutes plus tard, il y a un autre expert qui dit mais on ne sait rien, quoi. Aujourd'hui, on ne sait rien, et dans les 5 années à venir, on ne saura toujours rien parce que c'est trop complexe. Et donc pour les citoyens, c'était très difficile de savoir mais quelle est vraiment la puissance de ces données. De base de tous ces projets, de toutes nos approches, quel est un peu le point le plus important que je veux aborder aujourd'hui? C'est l'idée d'un match de boxe simulé. Je pense qu'en génomique, souvent, c'est très difficile pour les experts, le monde politique, les médecins, de vraiment comprendre ce que les citoyens disent. Par exemple, quand les citoyens dans nos projets, on dit on veut que vous respectez notre autonomie. La réponse d'un chercheur pourrait être « Ah, ok, voilà, il y a un consentement éclairé, on va bien le respecter, on va bien vous informer. Moi, je suis un chercheur et je suis très sensible aux défis des patients, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous informer et ce sera votre décision. » Mais après, peut-être, ce que ce citoyen a en tête, c'est « Moi, je ne veux pas être emprisonné par mon génome.
Je suis plus que mon génome. Mon génome est très important, c'est une partie hyper importante de mon identité, mais je ne veux pas que, sur base de mon génome, maintenant je suis patient, même si je me sens complètement saine. Je ne veux pas être jugé. Je ne veux pas que mon droit d'être remboursé ou mon droit d'entrer dans certains patient pathways sera influencé juste par mon génome. Je ne me sens pas traité de façon ou respecté comme humain autonome si vous me voyez comme mon génome. Et ça, c'est autre chose. On n'est pas du tout en train de parler de la même chose, même si on parle d'un droit fondamental, le droit de l'autonomie, le droit de respect de l'autonomie. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Parce que les deux parties peuvent avoir les meilleures intentions. L'intention de monde de recherche, de monde politique, peut être de respecter les droits des patients et peut être de vouloir faire que du bien avec la génomique, mais entre-temps, ils ne sont pas du tout en train de le faire parce qu'ils n'ont pas en dialogue avec les vrais patients, avec les vrais citoyens. Et c'est ça, voilà pourquoi il est tellement important d'organiser ces dialogues entre les publics et le monde scientifique et les experts. Voici des exemples. Famille, par exemple. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Vie privée, juste maladie. C'est quoi la définition d'une maladie? C'est une question qui est discutée énormément parmi les généticiens. Quand est une maladie assez sévère? Quand est-ce qu'on peut traiter une maladie? Ce sont des discussions toujours dans le monde d'experts. Donc on ne peut pas attendre des citoyens qu'ils vont prendre des décisions sur base d'un concept tellement incertain. Et donc, la solution n'est pas parfaite. Et la solution est hyper complexe. Et donc, voici un exemple d'un résultat d'un de nos projets. Et l'idée derrière ce résultat est qu'il y a ce symbole de l'infini au milieu pour indiquer que c'est hyper complexe et ça change toujours. Et donc, c'est un peu les résultats de notre discussion sur l'utilisation secondaire des données avec les citoyens. Donc, il y a 6000 citoyens qui ont partagé leur opinion, qui ont été informés, blablabla. Et là, il y a l'idée, on veut un peu traduire ce qu'ils ont dit en un cadre légal, éthique et sociétal dans lequel ils vont se sentir à l'aise, à la maison, dans lequel ils vont avoir confiance. Et chaque fois quand on change un des éléments, par exemple, maintenant on va utiliser vos données pour un autre but. OK, mais alors il faut mieux me protéger, il faut mieux m'informer, il faut à 100% anonymiser. Et maintenant on change le but, c'est pour bénéficier quelqu'un avec une maladie rare, très similaire à la tienne, ou pour aider un des membres de ta famille. Ah ok, à ce moment-là, évidemment, il ne faut pas anonymiser, il faut à 100% bénéficier. Blablabla. Donc ça change, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas identifier les éléments, discuter de comment ça change et pourquoi, quand il y a besoin de cette transparence à 100% et quand peut-être les citoyens acceptent, bon, c'est trop difficile, je ne vais pas comprendre, donc peut-être que la transparence n'aide pas, mais si vous pouvez me montrer comment vous me protégez, ça va, ou sur base de quels principes vous opérez, ça marche toujours, et donc il devient très important. Il y a un poster génial dans les arts aussi qui argumente exactement la même chose, de sortir un peu de cette idée de il y a un patient individuel et il y a un médecin ou un chercheur individuel. Non. Dans la génomique, on entre dans un système. On entre dans un système de gestion de données, local, national, européen, de partage de données. Et donc, il faut commencer à penser à comment s'organiser au niveau éthique, légal et sociétal dans ce système. Et la base doit être les valeurs, les principes, les besoins des citoyens. Et pas forcément juste des experts ou des gens qui savent pas ce que ça veut dire vraiment de respecter les droits de patients ou les droits des citoyens. Merci. Merci beaucoup, Wannes.
Donc on a l'occasion aussi de te poser des questions après, bien sûr, sur l'expérience belge. Donc maintenant, on accueille Françoise Robert pour aller encore un peu plus loin dans l'expérience des patients. Hein, encore une fois, cette idée de partir de quelque chose de très macro à quelque chose au plus proche pardon, des personnes et des patients. Oui, bonjour à tous. Ben, effectivement, alors je m'excuse un peu pour ma voix, entre les changements de température et les climatisations. C'est un petit peu difficile pour moi ce matin, mais bon, si ça tient 15 minutes, ça ira. Donc après le niveau international, l'Europe, la Belgique, moi je vous invite effectivement à venir un petit peu dans le bureau de la psychologue que je suis depuis une quinzaine d'années maintenant aux Hospices civils de Lyon, dans un centre de référence qui est spécialisé sur les anomalies du développement, sous la direction du professeur Sanlaville. Alors j'ai intitulé, oui, mon intervention Espoir et complexité, parce que cette médecine génomique, elle suscite beaucoup d'espoir hein, du côté des professionnels, des patients, des familles, mais elle est source aussi de beaucoup de complexité. Et je vais essayer de vous présenter quelques éléments de cette complexité ce matin en quelques minutes. Alors moi, je reste centré sur ma pratique hospitalière, hein, qui est donc le contexte des anomalies du développement. Je ne parle pas de toutes les pathologies, il y en a plein que je ne connais pas. Ce sont par contre des pathologies qui sont très vastes, qui sont tout le temps rares et qui sont très hétérogènes. Donc dans ce type de pathologie, on a tendance à proposer de plus en plus aujourd'hui, en première intention, des examens pangénomiques. Donc on a fait beaucoup d'exomes à l'hôpital, on prescrit aujourd'hui le génome pour tous ces troubles de neurodéveloppement, notamment la déficience intellectuelle par exemple. Ce sont des examens qui sont très pertinents parce qu'ils améliorent le rendement diagnostique. Ceci dit, on est environ à 60% de diagnostic avec un génome aujourd'hui à l'hôpital sur le type de trouble qu'on gère dans mon service. Donc vous voyez qu'il reste encore 40% des patients qui sont en attente de diagnostic étiologique. Donc on a encore du chemin à faire pour ces patients. Quelques-unes des problématiques soulevées par cette médecine génomique, de mon point de vue de psychologue encore, c'est que ça augmente la fréquence de résultats de signification incertaine. Il y a un certain nombre de résultats pour lesquels encore les biologistes ont du mal à trancher. Est-ce pathogène ou non? Est-ce que c'est responsable de la maladie des signes cliniques de la maladie du patient ou pas? Donc cette incertitude, elle est compliquée à gérer du point de vue des biologistes, des cliniciens qui rendent les résultats, et bien sûr, au bout de la chaîne, des patients ou des familles qui accueillent éventuellement ces résultats. Et ça suscite aussi une hétérogénéité de pratique aujourd'hui, selon les laboratoires qui vont rendre les résultats, ou les cliniciens, les équipes. On va peut-être pas rendre tous les mêmes résultats sur le territoire national aujourd'hui. On a aussi beaucoup de diagnostics ultra rares, voire uniques dans mon champ de pratique, et puis des données additionnelles. Je vais développer un tout petit peu ces deux derniers points. Alors, la problématique des diagnostics ultra rares, voire uniques, c'est que les patients ont beaucoup d'attentes envers cette médecine génomique. Le génome arrive à l'hôpital, on peut le faire, donc il y a énormément d'attentes, surtout chez des familles et des patients qui sont souvent en errance diagnostique depuis des années. Et lorsqu'on leur rend ces résultats, on voit qu'ils sont confrontés à un certain nombre de désillusions. Donc il y a tout d'abord la difficulté à trouver des pairs, des semblables, des associations de malades également. Ils se sentent parfois très isolés. C'est une vraie souffrance psychologique là, de se dire, ils nous demandent souvent, est-ce que vous connaissez d'autres patients comme moi? Ça veut dire en fait qui ont le même variant génétique que moi. Donc parfois on n'en connaît pas du tout. Ou il y en a quelques-uns publiés dans la littérature, mais sur le plan international, on ne peut pas les mettre en lien. Donc ça, c'est une vraie souffrance encore pour ces patients-là. Il y a vraiment une quête identitaire. On a un tout petit peu évoqué aussi tout à l'heure cette question de l'identité. Il y a aussi une grande incertitude pronostique. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé le diagnostic étiologique responsable de la maladie du patient qu'on va pouvoir lui dire quel va être son pronostic de développement. Donc ça aussi, ce sont des questions qui restent ouvertes et qui restent aussi une souffrance pour les familles et les patients. Et puis, dans le champ des troubles du neurodéveloppement, la déficience intellectuelle notamment, aujourd'hui, il y a une absence de traitement de la cause génétique de ces difficultés. Donc là aussi, c'est des désillusions avec tout ce qu'on entend sur les thérapies géniques, etc. Donc les patients ont des fortes attentes. Et dans notre champ de pratique, encore une fois, ça reste très compliqué. Alors, ces examens pangénomiques, exome, génome surtout, va générer aussi un certain nombre de données additionnelles. Donc là, je reprends les définitions qui ont été données par l'Agence de la biomédecine. On entend par données additionnelles toutes les données qui sont sans relation directe avec l'indication initiale de prescription de l'examen génétique. Donc on distingue celles qui sont incidentes, de découverte fortuite, le laboratoire tombe dessus par hasard au décours de l'analyse, et puis celles qui sont secondaires, qui sont activement recherchées. Là, ce sont des démarches qui sont très
conseillées par les États-Unis, qui sont encore aujourd'hui interdites en France et en Europe, sauf dans des projets de recherche. Donc je parlerai surtout des données incidentes du coup ce matin. Alors pour vous donner un exemple de situation embarrassante qu'on peut avoir, hein, nous avons eu à Lyon le cas d'une petite patiente âgée de 6 ans avec une anomalie de développement, un retard global de développement, déficience intellectuelle, épilepsie, enfin un tableau assez sévère. Et en prescription de génome sur la plateforme Ragen, on a trouvé une mutation du gène BRCA1 qui donc prédispose au cancer du sein et des ovaires. Donc voilà, est-ce qu'on rend ce résultat à cette petite patiente qui n'aura pas de bénéfice médical avant la majorité, clairement? Si on ne le rend pas, c'est peut-être un manque de chance pour ses parents, notamment sa maman, si jamais c'est elle qui est transmettrice et porteuse aussi de ce variant. Donc vous voyez, ça soulève des questions quand même extrêmement complexes. Je vais essayer de vous montrer que ces données incidentes, en fait, elles bouleversent aujourd'hui le paradigme clinique du diagnostic présymptomatique, a fortiori chez le mineur. Et puis comment elles amplifient aussi des questionnements éthiques qui ont toujours été très importants en médecine, notamment en génétique, mais je trouve qu'elles les amplifient encore plus aujourd'hui, parce que c'est très complexe. Donc pourquoi je vous parle aussi de ces données incidentes ce matin? C'est parce que récemment, hein, sur la dernière révision de loi de bioéthique, qui date déjà de 2021, il y a un article du Code civil qui a été modifié, qui autorise aujourd'hui les patients à recevoir ces données incidentes, si bien sûr ils en expriment leur consentement. Alors on est un peu dans une période un petit peu compliquée en ce moment, puisqu'on attend encore le décret d'application de cette loi. Du coup, cette information n'est pas encore intégrée en consentement, hein, qui sont transmis par les plateformes Sequoia et Oragen, qui nous permettent de prescrire des génomes à l'hôpital aujourd'hui. Donc on sait qu'il faut les rendre, ces données incidentes, mais on n'a pas encore tout à fait les consignes exactes pour les rendre, et donc légalement, on n'a pas tout à fait le droit de les rendre encore. Donc vous voyez, c'est déjà très inconfortable. Et puis ça va se décliner aussi en prénatal, puisqu'il y a un article du Code de la santé publique qui a été modifié aussi. Donc il faut aujourd'hui informer les patientes qui font des examens pangénomiques en prénatal du fait qu'il y a un risque de données incidentes. Donc on peut trouver des choses aussi chez le fœtus pour lequel il y a des signes d'appel qui justifient un examen pangénomique, mais un résultat qui n'aura donc rien à voir avec l'examen pour lequel le génome ou l'exome a été prescrit. Alors ces données incidentes, c'est un sujet important, parce que c'est une des causes, pas la seule, mais une des causes qui a fait qu'on a eu un petit peu du mal à développer la médecine génomique en France par rapport au Royaume-Uni, par exemple, parce qu'il y avait des craintes d'avoir à gérer ces données additionnelles. Et puis c'est un sujet qui reste polémique, qui reste assez chaud encore, on va dire, puisqu'il y a un groupe de travail à l'Agence de la biomédecine qui est en place maintenant depuis 2018 et qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le périmètre des données incidentes qu'il faudra rendre. Parce que ce qu'on met toujours en avant, c'est l'utilité clinique, bien sûr, l'intérêt médical pour le patient. Mais derrière cette utilité clinique, la révision de loi de bioéthique parle de la prévention possible, bien sûr, des traitements possibles. Donc là-dessus, on est assez d'accord. Mais elle englobe aussi le conseil génétique. Donc là, vous voyez qu'on ouvre très largement le champ des données incidentes que l'on pourrait rendre aux patients. Et ce qui nous pose particulièrement question, ce sont le cas des pathologies non actionnables, non traitables. Donc, par exemple, toutes les maladies neurodégénératives. Est-ce qu'il va falloir rendre toutes ces données incidentes qu'on va pouvoir trouver sur ces maladies neurodégénératives dans un but de conseil génétique familial? Ça aurait un vrai intérêt médical sur le plan du conseil génétique familial. Et puis, chez les mineurs, est-ce qu'on a intérêt, comme cet exemple de BRCA1 que je vous ai donné tout à l'heure, à rendre une pathologie à révélation tardive chez un mineur? Donc ça reste un sujet d'inquiétude, en tout cas de préoccupation aujourd'hui pour nous, dans le contexte de ce changement de loi qui est assez récent. Alors sur le plan éthique, il y a des positions qui sont difficilement tenables, justement, pour reprendre cet exemple de BRCA, le labo qui a trouvé ce gène, il nous a quand même réunis en concertation pluridisciplinaire, et lui, il avait bien envie de le rendre, même si la loi ne permet pas tout à fait de le rendre. Donc vous voyez qu'il y a des situations quand même qui sont compliquées à tenir. Ça met en tension le principe de bienfaisance d'un côté. Le médecin se doit de rendre des données qui pourraient être utiles en termes de santé pour ses patients ou la famille. Et en même temps, il y a la question du principe d'autonomie de cette petite patiente. Si on lui rend son BRCA à 6 ans, bien sûr, elle n'aura pas la possibilité à 18 ans de choisir si elle veut connaître son statut génétique ou pas. Et puis chez les mineurs, il y a la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce qu'on protège cette petite patiente jusqu'à sa majorité, ou est-ce qu'on met en avant plutôt l'intérêt familial de rendre ce BRCA pour les parents, pour la famille, les apparentés? Et puis comment délivrer l'information, bien sûr, puisque vous vous doutez bien que si on ouvre ce champ des données incidentes jusqu'au conseil génétique inclus, comment on va pouvoir informer ces patients lorsqu'ils signent le consentement? Si on leur dit qu'il y a des données incidentes possibles, on ne va pas bien loin. Il est évident qu'on ne pourra pas les informer d'une liste exhaustive de pathologies potentiellement trouvées par le génome.
Donc comment signer encore un consentement éclairé, ça devient une vraie question aussi. Et bon, sans parler de la lourdeur de l'information, de la longueur des consultations, de la complexité pour rendre ces doubles résultats. Si on a à la fois le diagnostic étiologique et des diagnostics incidents en plus, ça devient très très complexe. Et puis les professionnels mettent surtout en avant l'utilité clinique de la donnée incidente, alors que les patients, eux, vont parfois mettre en avant la question de l'utilité personnelle. Donc certains patients veulent tout savoir, y compris les maladies non traitables, pour pouvoir prendre des décisions dans leur vie, des décisions professionnelles, des décisions familiales, de procréation ou autres. Et moi, ce qui me préoccupe en tant que psychologue, c'est surtout les modalités d'accompagnement que l'on va pouvoir mettre en place pour accompagner ce type de résultats bien complexes. Est-ce qu'on aura les moyens humains, financiers, pour dédoubler toutes ces consultations, faire l'accompagnement humain qui serait nécessaire? C'est aussi une grande question. Et puis pour terminer, s'il y a peut-être un message que j'aimerais vous faire passer ce matin, c'est justement de vous montrer à quel point ça introduit un changement de paradigme clinique. Puisque finalement, rendre ces données incidentes, c'est rendre des données présymptomatiques. Donc les données présymptomatiques, on en rend depuis longtemps en France, depuis les années 90. La chorée de Huntington, il me semble, était la pathologie un petit peu emblématique dans ce domaine-là. Et elle nous a permis de beaucoup avancer, beaucoup réfléchir. En oncogénétique, en cardiogénétique, ce sont des pratiques aussi qui sont très courantes aujourd'hui. Mais dans le cadre des tests présymptomatiques, on va dire classiques, on fait signer un consentement libre et éclairé à un patient qui a des antécédents familiaux connus de la maladie. Donc il sait pourquoi il vient, ce patient, et il s'appuie sur cette expérience familiale de la maladie, d'ailleurs, pour prendre sa décision. Donc oui, il sait que c'est un sujet à risque, c'est pour ça qu'il vient. Il a une demande diagnostique qui est claire, qui est forte. Il est a priori en bonne santé pour la question qu'il vient poser en oncogénétique ou en cardiogénétique ou en neuromusculaire. Et puis il souhaite sortir du doute, ce patient. Il veut savoir s'il est porteur ou non du variant génétique connu dans sa famille et qui développe donc une maladie familiale. Donc dans ce contexte-là, on a des protocoles clairement établis qui englobent notamment la possibilité d'un accompagnement psychologique, parfois même obligatoire, une rencontre obligatoire selon les protocoles. Alors que pour les données incidentes, vous voyez qu'on est proche, on va rendre des données présymptomatiques, mais bon, le consentement éclairé va être un petit peu plus complexe, je vous l'ai déjà dit. A priori, les personnes n'ont pas d'antécédents familiaux connus pour cette pathologie qui pourrait être dépistée en données incidentes. Ce ne sont pas non plus des sujets à risque, en tout cas identifiés comme tels, a priori, quand ils viennent consulter chez nous. Est-ce qu'on est encore dans une démarche diagnostique où les Américains parlent parfois de dépistage opportuniste? Est-ce qu'on ne profite pas plutôt de l'opportunité du génome pour rendre d'autres données? Et puis, ce qui est embêtant aussi, c'est que là, on va s'adresser à des patients qui sont déjà atteints de maladies rares, souvent sévères, enfin communes ou rares, mais souvent sévères en tout cas. Donc on va venir rajouter du doute chez eux, de l'inquiétude, des questionnements qui n'existaient pas. On va alourdir aussi probablement le protocole de suivi. Donc tout ça, psychologiquement, ça a bien sûr des conséquences. Et puis voilà, mon questionnement, c'est quel protocole on va pouvoir penser, mettre en place pour accompagner ces nouvelles données cliniques qui arrivent aujourd'hui sur le terrain via la médecine génomique. Voilà. Merci. Merci beaucoup Françoise. Le dernier tableau est assez éloquent. On va tout de suite passer la parole à monsieur Xavier Broutin de l'Alliance Maladies Rares pour terminer ce florilège de points de vue et de regards croisés. Et ensuite, on se retrouve sur la scène pour le débat commun. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Alors Françoise Robert a terminé sur l'accompagnement, donc je vais essayer de rebondir un peu sur l'accompagnement que pourraient apporter les associations. Donc aujourd'hui, moi je représente l'Alliance Maladies Rares, donc c'est une des alliances qui travaille en Europe, et donc nous, notre travail se fait en France. On représente un peu plus de 240 associations dans les maladies rares. Donc les maladies rares, aujourd'hui en France, c'est 3 millions de personnes, 3 millions de patients. Et l'Alliance donc intervient en France pour accompagner les associations, former les associations, et on travaille aussi sur des notions de plaidoyer, et nous intervenons aussi sur divers groupes de travail. On parlait des données additionnelles, donc nous faisons partie justement de ce groupe de travail créé par l'Agence de la biomédecine sur les données additionnelles, qui a effectivement du mal à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Et je m'intéresse également à la notion de consentement et à la passe diagnostique. Voilà, donc
quelques mots peut-être sur l'accès au séquençage. Donc c'est effectivement une véritable révolution, j'ai envie de dire, pour les patients, pour permettre de diagnostiquer et de dépister certaines maladies. Peut-être quelques mots sur l'impasse diagnostique et l'errance diagnostique. On a fait récemment une campagne sur ce sujet au niveau de l'Alliance, et on a mis en évidence que, en France en tout cas, l'errance, ça représentait à peu près 4 années pour certains patients. Donc vous voyez comment on peut vivre avec, quand on est patient d'une maladie rare, comment on peut vivre de cette attente du diagnostic quand il y en a un, parce que certains patients, bien sûr, n'arrivent jamais au diagnostic. Et diagnostic ne veut pas forcément dire traitement derrière. Donc voilà, beaucoup d'avancées grâce au séquençage. Et alors, je ne sais pas si vous voyez tout, parce que c'est un peu bas, mais ces avancées soulèvent aussi beaucoup d'inquiétudes chez les patients. On en a parlé juste avant. Sur les données incidentes, par exemple, alors j'ai pas la référence en tête, mais on pourra vous la donner avec mon camarade Clément qui est dans la salle. Sur les 25% de patients qui ne souhaitent pas du tout avoir accès à ces données incidentes, donc on parlait du consentement éclairé, même ces personnes qui auraient l'information, qui auraient bien compris de quoi on parlait, ne souhaitent pas forcément avoir accès aux données incidentes s'il y en avait. Donc il y a toutes les inquiétudes qui peuvent être soulevées par les parents, par les patients eux-mêmes, quid des enfants qui deviendront majeurs s'il y avait des données incidentes. Enfin voilà, on en a parlé aussi juste avant, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur comment rendre les données s'il y en a. Et parfois, nous on a pu noter qu'il y avait une grande différence entre l'engouement des généticiens et des chercheurs versus les inquiétudes des patients, qui sont tout à fait respectables. Donc nous, le rôle des associations là-dedans, ça va être de faire parfois un peu le lien entre tous ces acteurs et les patients. Donc le rôle des associations, ça peut être un rôle d'information et de soutien des patients, en tant que source d'information. Alors on l'a dit souvent, pour un patient qui est diagnostiqué d'une maladie rare, parmi ses premiers souhaits, il y a se mettre en relation avec d'autres patients ou avec des associations de patients en lien avec sa maladie. Encore faut-il aussi qu'il y ait des associations, parce que les associations ne représentent pas tous les patients, puisque certaines maladies n'ont pas d'association de patients qui les concernent. Donc nous, notre rôle en tant qu'Alliance Maladies Rares, c'est aussi d'accompagner les associations pour qu'elles-mêmes puissent accompagner les malades, pour qu'elles-mêmes puissent représenter la maladie et les patients au sein de certains organismes. Alors je pense par exemple aux filières maladies rares, à certains COPIL. J'ai évoqué l'Agence de la biomédecine pour le groupe de travail. Nous-mêmes, nous sommes également présents au sein du comité d'éthique et scientifique du CAD, le collecteur analyseur de données. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est accompagner les associations pour faire entendre la voix des malades. Alors peut-être quelques mots, moi je m'intéresse beaucoup au bénévolat, je suis bénévole à l'Alliance Maladies Rares, et c'est vrai que quand on parle de génétique, on parle de notions très complexes. Quand on fait des formations sur un sujet de génétique auprès de nos associations, auprès de patients, souvent on recommence dès le début de la présentation à parler c'est quoi une cellule, c'est quoi un noyau de cellule, c'est quoi l'ADN, c'est quoi des gènes. Enfin, on repart des bases parce que pour nous qui en parlons régulièrement, peut-être que certaines choses sont évidentes, mais même quand on parle à un patient ou une association de patients, parfois il est fort utile de reprendre les bases systématiquement, parce que derrière ça, qu'est-ce qu'une mutation, qu'est-ce qu'un variant d'intérêt, c'est pas forcément une notion qu'on va tous comprendre ou qui est innée pour nous tous. Et donc ça m'amène à la notion de bénévolat, de temps et de coût, parce qu'on demande de plus en plus de choses aux associations de patients, accompagner les patients, être présent dans certains organismes comme les filières, comme tous les organismes de santé, j'ai envie de dire au sens large. Mais derrière ça, c'est beaucoup de temps de bénévoles
Alors, on a la chance d'avoir des salariés aussi dans les associations, mais beaucoup d'associations n'ont pas de salariés. Donc c'est beaucoup de temps de bénévolat, du bénévolat pour être formé soi-même, pour former les autres, pour accompagner les autres. C'est très compliqué. Je peux en témoigner pour le vivre régulièrement. Et donc, il ne faut pas oublier cette notion-là de bénévolat quand on se pose la question de l'accompagnement des patients ou de la formation des patients, parce que ça représente un travail énorme pour les associations derrière. Et le dernier point voilà, que j'ai noté, bien sûr, c'est aussi le rôle des associations et des associations d'associations comme Alliance Maladies Rares, c'est de créer du lien entre les chercheurs, les professionnels de santé et à côté les patients via les associations de patients pour faire de la vulgarisation, pour expliquer. On parlait de consentement et d'information, mais finalement, ce n'est pas suffisant. Pour faire du consentement éclairé, il faut vraiment comprendre de quoi on parle derrière. Vous savez, c'est comme quand on clique sur les CGV sur un site internet. Peut-être que vous avez lu toutes les pages des CGV, mais avez-vous vraiment compris derrière ce que ça voulait dire ? C'est comme un formulaire d'assurance, on ne comprend pas toujours vraiment ce qu'on signe. Donc là, pour la génétique, je fais le petit parallèle parce qu'on peut être informé d'un certain nombre de choses, mais a-t-on vraiment compris de quoi on parlait ? Donc c'est peut-être ça aussi le rôle des associations, d'accompagner et d'expliquer les choses aux patients, au-delà du conseil en génétique des médecins. Voilà, donc je l'ai un petit peu dit juste avant, voilà le rôle des associations, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et ma conclusion, voilà, en quelques mots, bien sûr que les patients doivent être acteurs de la médecine génomique et à travers eux, c'est les associations qui peuvent avoir ce rôle. L'importance de l'accompagnement humain qui est fourni par les associations, parce que les associations, c'est quoi derrière? C'est souvent des patients eux-mêmes, donc c'est des patients qui parlent avec d'autres patients, c'est des patients qui accompagnent d'autres patients. Donc ça, c'est comme quand on témoigne, hein, le témoignage est toujours plus fort quand c'est quelqu'un qui vit la maladie ou qui a vécu la maladie. Et pour terminer, c'est ce que je disais un petit peu aussi avant, peut-être que les perspectives, c'est aussi la mise en lien entre tous les acteurs pour mieux expliquer la génétique au sens très large du terme aux patients, par des approches collaboratives, par de la vulgarisation, par des rencontres, par des formations. Voilà, je vous remercie. Du coup, j'appelle nos différents orateurs, oratrices à venir nous rejoindre pour entamer le dialogue avec la salle. Installez-vous. Oui. Et pour prendre des questions dans l'Assemblée, donc voilà, on a eu un petit représentation des différentes initiatives européennes, belges, françaises autour de l'implication des patients. Moi j'ai des questions, mais à vous de parler. Alors, je distribue la parole. Alors, merci à tous. Moi, je vais en avoir deux. Une qui est plus ciblée sur Veins et une plus ciblée sur Jessie. Donc, pour Veins, la question était autour de un commentaire par rapport à l'échange, le partage de données, le souhait d'avoir beaucoup d'informations, etc. Je voulais illustrer ça par une difficulté. Quand on parle de génomique, on va parler de beaucoup plus de patients qu'avant. Avant, quand on faisait des projets de recherche, c'était souvent sur des pathologies données, donc on gérait avec un nombre très petit de patients. Et là, en fait, on est dans une démarche complètement inverse, donc avec des données hyper importantes. Et donc, on a participé à un projet de recherche européen qui s'appelle Solverde et qui du coup nécessitait de faire reconsentir idéalement les patients. Enfin, pas idéalement, de faire reconsentir les patients parce que c'était un partage à l'international, etc. Et en fait, du coup, il y a eu plein de patients qui, indirectement, ils n'y ont pas participé parce que faire l'effort de la part des équipes qui sont déjà tous en flux tendu
d'aller recontacter tous leurs patients, que ce soit par courrier ou par toute autre modalité. Et un truc qui a été hyper chronophage. C'est vrai qu'on l'a fait en envoyant à peu près 1500 patients. Ça a été hyper long. En plus, il faut suivre tout ça, l'arrivée des trucs, et après aller uploader les données de ceux qui ont recontacté. Et ce qui fait que pour certains, c'était des données aussi qui étaient venant d'autres centres, qui n'ont pas forcément tous fait l'effort de le faire, avec des personnes qui ont pu être frustrées après en disant « mais pourquoi nous, on n'a pas été informés, parce que du coup, on n'a pas pu participer à cet échange ». Donc il faut quand même être super conscient de la complexité, parce que du coup, il y a plein de gens qui ne comprennent pas en disant « mais de toute façon, dans le consentement, on consent à la recherche en général, donc pourquoi vous auriez pas envoyé ?» Parce que du coup, nous, on a été pénalisés, on n'a pas pu participer. Merci pour la question. Et je la comprends très bien, mais pour moi, le problème est un peu le point de départ. Parce que de nouveau, le point de départ est l'idée que c'est un seul projet et que chaque patient doit être considéré comme juste un individu qui doit donner sa consentement éclairé. Lorsque, pour moi, je pense dans la génomique, il faut plus qu'on entre dans une logique de solidarité où le point de départ n'est pas forcément l'individu, mais vous avez fait un test génomique ou vous êtes entré dans un projet de recherche génomique, et donc ça veut dire que vous vous inscrivez dans ce système de Beyond 1 Million Genome, European Health Data Space, n'importe quoi, dans lequel on va traiter vos données comme ça. Et il y aura des principes. Et évidemment, il ne faut pas nier les droits de l'individu. Donc, dans des exemples très précis, on va faire complètement autre chose avec vos données. On vous recontacte et vous avez le droit de faire le opt-out, quoi. Mais en général, le point de départ est que on utilisera vos données pour mieux connaître le génome, pour avancer nos connaissances scientifiques. Et donc le plus important au niveau de l'information, pour moi, c'est pas voici ce qui va se passer avec vous, mais voici les règles qui seront imposées dans notre système. Voici nos principes de base dans lesquels vous vous inscrivez quand vous êtes d'accord de vous faire tester et de participer dans ce système. Et donc, j'aimerais que cette logique change un peu. Après, on est sur des données qui peuvent aussi être issues du soin. Et puis, les règles, en fait, le problème, c'est qu'elles sont difficiles, en fait, de tout dégager au départ. Et ça va contre le principe d'information que le patient souhaite, du coup, de ce qu'on fait avec les données. On va tourner. Merci Laurent. Il y avait d'autres... Ah, très bien. Chloé. Ouais. J'ai une question pour Madame Wolf. C'est comme Wolf. Laurent, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis très contente que le Conseil de l'Europe, que vous, en tant que membre du Conseil de l'Europe, ayez une perspective d'ouverture comme ça par rapport à l'engagement citoyen. J'ai une toute petite question d'abord pratique. Quand sera publié le guide sur le dialogue public? Si vous avez déjà une idée plus ou moins d'année. Ça marche, oui. Le guide sur le débat public, il est déjà publié. Le guide que j'ai évoqué comme suite, ce sera probablement dans le nouveau plan d'action. On est à l'échelle internationale, donc ça prend toujours un petit peu de temps. Par contre, moi, j'ai appris beaucoup de choses hier, notamment, et encore aujourd'hui. Et donc, je pense que ça m'intéressera de garder des liens avec vous aussi pour qu'il y ait aussi un enrichissement mutuel du travail, de façon à être aussi concret et pratique que possible dans ce domaine. Merci. Alors, du coup, ma vraie question, c'était, selon votre perspective et votre expérience, avez-vous des conseils à donner, c'est personnel, mais des conseils à donner pour justement... on va dire, pas garantir, mais faire en sorte que les résultats d'engagement citoyen soient pris en compte de quelque façon que ce soit. Je ne sais pas si vous avez appris des choses de votre expérience. En fait, je pense qu'il y a un vrai problème de définition et de comprendre derrière, parce que dans un autre domaine qui est l'édition du génome, vous pouvez noter qu'il n'y a pas une déclaration qui ne fait pas référence à consensus sociétal, prise en compte du point de vue de la société, débat, etc.
Et en fait, derrière, je pense que les agendas ne sont pas tout à fait les mêmes et que pour certains, c'est surtout un débat... Enfin, en tout cas, pour certains, ça peut être un débat pour convaincre les personnes qu'ils n'ont pas à s'inquiéter et que tout va bien, les scientifiques s'en occupent et ils savent ce qu'ils font. Et à l'autre extrême, on peut avoir aussi d'autres points de vue. Hein, et c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, là, je pense qu'il y a vraiment un problème d'accord sur ce que l'on entend par dialogue public et ce que ça implique en termes d'engagement. Et l'engagement, c'est des deux côtés. Et pour moi, ce qui est vraiment essentiel, si on veut véritablement et sincèrement prendre en compte cet élément-là, c'est cet engagement, notamment de retour de la part des initiateurs du débat sur la façon dont les choses vont être prises en compte et des explications sur les raisons pour lesquelles, éventuellement, certaines propositions ne le sont pas. Pour moi, c'est ça qui va permettre vraiment d'ancrer. Après, ce continuum du dialogue public, il est compliqué, et on voit bien que selon les étapes du processus, on a une ouverture ou on n'en a pas. Avoir des chercheurs qui acceptent qu'il y ait un point de vue de société dans l'orientation de leur recherche, pas si simple que ça. Donc en fait, il y a là tout un travail à faire qui est long, qui est important, mais qui, à mon avis, est vraiment essentiel. Donc il y a vraiment quelque chose de concret, mais déjà, il faut s'entendre sur les mots. Et ça me paraît tout à fait important. Merci beaucoup. Oui. Oui, j'ai aussi une question à Laurence Lvoff. Alors merci beaucoup pour la présentation. En fait, tu as parlé beaucoup de dialogue public sur la médecine génomique, mais il me semble que ce terme de public est quand même relativement désincarné. Est-ce qu'on sait quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont représentées dans ce public? Et si c'est hétérogène, comment on arrive à mobiliser les différentes personnes appartenant à ces catégories pour qu'elles puissent participer à ce dialogue public? Alors, on pourrait parler de public avec un pluriel, tout à fait. J'ai déjà fait référence à la différence entre les patients et le public en général dans les valeurs, les motivations. Si on pose la question du partage de données, on voit bien qu'on a des attitudes, et ça a été dit ce matin dans plusieurs présentations, différentes selon qu'on est patient avec une maladie génétique ou qu'on est dans le public en général. Je pense que dans le dialogue public, il y a plein de modalités différentes. On voit bien que nous, dans le guide sur le débat public qu'on a fait, on a des panels citoyens, on a des consultations très larges, on a différentes modalités, et à chaque fois se pose la question de la représentativité, de l'inclusion, etc. Donc là, il y a un travail à faire. Dans les panels citoyens, il y a une recherche de représentativité au sein du panel, mais c'est multifactoriel, c'est assez complexe. Cela étant, ça a toujours une certaine valeur. Mais effectivement, il y a là aussi, à mon avis, il n'y a pas une solution qui est idéale. Il y a une multitude de solutions. L'idée, c'est vraiment d'ancrer cette idée qu'il y a une pertinence du point de vue citoyen, avant tout, et après une réflexion à mener sur les meilleures modalités possibles. On a, même en France, on a les panels citoyens d'un côté, on a ce qui s'est passé pour le réchauffement climatique, enfin, où là, on est aussi dans un panel citoyen plus élargi. Sur la fin de vie, on a encore d'autres modalités. Je ne crois pas qu'il y ait une solution idéale, mais vraiment cette idée que cette partie intégrante, quelles qu'en soient les modalités de la gouvernance, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment on a une représentativité? On peut même se poser la question des associations de patients. Je vais être un peu provocateur là, mais moi j'ai participé à des débats sur les tests génétiques où il y avait une véritable querelle entre les associations de patients, les uns disant tu ne représentes rien, tu n'es pas représentatif, etc. Donc même dans ce milieu-là qui est déjà un petit peu cerné, on a aussi des tensions. Donc il y a effectivement une complexité. Mais il faut s'attaquer à ça, et ça ne doit pas être un argument pour dire en fait on n'arrivera jamais à avoir une représentativité idéale. L'idée, c'est de faire remonter ces valeurs et de les intégrer dans cette réflexion. Peut-être, oui. On va prendre après Catherine. Sur la représentativité des associations de patients, Monsieur Brutin, vous vouliez dire un mot? Parce que du coup, c'est un peu, oui. J'ai participé au Parlement européen à un débat là-dessus, et vraiment, il y avait des difficultés entre associations. Oui, non, mais la provocation est bienvenue, parce qu'effectivement, enfin... C'est aussi des questions qu'on se pose, nous, à l'Alliance, en tant qu'association d'associations, sur certaines questions. Est-ce qu'il faut que nous prenions un point de vue quand, justement, les associations ne sont pas forcément d'accord sur certaines questions? Donc, des fois, nous, on répond, et ça a été le cas justement pour les données incidentes. Pour le moment, nous, on n'a pas forcément de point de vue en tant qu'association d'associations, puisque tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ces questions-là.
tout le monde n'a pas forcément encore eu aussi connaissance de ce sujet-là. Donc c'est très compliqué des fois de faire ressortir un consensus sur certaines questions. Donc non, c'est pas une provocation, je pense, que de dire que les associations ne sont pas forcément d'accord entre elles, parce que derrière les associations, c'est juste des humains, donc forcément que tout le monde n'est pas d'accord en tout cas. On va prendre une question du chat aussi, qui était adressée à Françoise, je crois. Oui, donc c'est une question concernant le cas de la petite fille avec un BRCA1, pour savoir si au niveau juridique, la famille pourrait se retourner contre le laboratoire ou le prescripteur de l'analyse pangénomique si le résultat incident n'a pas été rendu et qu'on pouvait estimer a posteriori qu'il y a une perte de chance. Sur le plan législatif, comme le décret n'est pas paru, justement, on est dans un entre-deux. Donc là, je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur le plan vraiment juridique. Par contre, du coup, on a décidé, nous, de rendre ce résultat. Donc ça nous met aussi en difficulté, parce qu'on n'est pas tout à fait dans les clous. Alors, on a fait une petite pirouette, puisque quand ils ont signé le consentement au RAGEN, évidemment, on ne les a pas informés de la possibilité de données additionnelles, enfin données incidentes. Du coup, on a rendu le résultat étiologique, le diagnostic primaire, parce qu'il y en avait un. Et puis on a dit aux parents qu'entre-temps, il y avait une modification de la loi, ce qui est vrai, et que du coup, maintenant, les données incidentes étaient accessibles. Donc si jamais, on n'a pas dit qu'on en avait une, on n'a pas dit quoi, mais on a dit que si jamais il y en avait, est-ce qu'ils acceptaient de les recevoir? Ils ont donné leur accord. Donc du coup, ça nous a permis de reconvoquer la famille dans un second temps, en disant, le labo a aussi trouvé le BRCA1, puis après, on a rendu ce résultat. Et il se trouve, en fait, que c'était le papa qui était porteur, et il y avait déjà un suivi familial dans cette famille. Donc, dans l'après-coup, on s'est dit, mince, en fait, on n'aurait pas dû la rendre à cette petite fille. Si elle avait été dans la boucle comme il faut des suivis habituels en onco, elle aurait pu en bénéficier à l'âge adulte. Mais ça montre aussi que nos arbres généalogiques qu'on fait lors des premières consultations, ils sont souvent incomplets. On a beau dire aux gens, est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans la famille, d'autres soucis de santé, etc. Et ils se focalisent sur le problème pour lequel ils viennent, donc nous, les troubles du neurodéveloppement, la déficience intellectuelle, etc. Et ils ne pensent pas toujours à nous parler de l'onco ou autre. Donc ces données incidentes révèlent souvent aussi qu'il y a besoin de complémenter ces arbres généalogiques et qu'il faut mettre le paquet quand vous faites les arbres généalogiques lors des premières consultations. C'est un art difficile, je confirme. Emmanuel. Oui, voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Emmanuel, pour les auditeurs, tu sais, qui sont en ligne? Emmanuel Rial-Sebag du CERPOP. Donc, juste peut-être pour compléter, en fait, on touche du doigt avec l'exemple que vous avez donné la limite aussi législative, parce qu'en fait, on a des grands principes qui devraient être effectifs très rapidement, d'ailleurs, qui devraient l'être, donc bon, peu importe, concernant le rendu de ces fameuses données incidentes, avec toute une procédure qui se fait, même si on n'est pas d'accord avec, très en amont, au moment où on va faire la prescription du test. Donc il y a aussi une question de la temporalité, sur à quel moment on informe sur la possibilité de recevoir ces données incidentes, etc., qui pose des difficultés. Là où il y a une plus grande difficulté qu'on a déjà identifiée depuis un petit moment, c'est dans le cas des mineurs, en fait. Parce que les mineurs ont un statut au regard des tests génétiques qui est ni fait ni à faire, donc qui parfois relève de dispositions spécifiques de protection des mineurs, et notamment sur la réalisation des tests, à quel moment on peut les faire, etc. Et malheureusement, des moments où ils sont totalement ignorés. Et dans le contexte de l'information à la parentèle, alors c'est un petit peu plus clair quand même aujourd'hui, mais il y a quand même tout un tas de dispositions pour lesquelles on n'a pas de réponse toute faite concernant les mineurs. Je ne sais pas du tout où en est le décret d'application sur les données incidentes et sa discussion. Je n'ai aucune idée de savoir si la question des mineurs y sera abordée de manière particulière. Il semblerait que malgré tout, si jamais la réponse ne se trouve pas dans la loi, il faudra quand même que les professionnels trouvent une solution d'une manière ou d'une autre quand on va se retrouver dans des cas tels que vous l'avez présenté qui seront fréquents. Fréquents parmi la rareté des pathologies, bien évidemment, mais le cas que vous avez présenté va être fréquent. Donc pour l'instant, point d'interrogation, et tout dépendra des conditions juridiques qui seront posées a priori. Les juristes comme les médecins n'ont pas réponse à tout, quoi. C'est ça ? Oui, alors ça c'est quand même quelque chose que je sais depuis fort longtemps. Donc Catherine, mais présente-toi peut-être. Alors Catherine Bourguin. Alors moi j'avais une question qui m'est venue pendant votre intervention, Jessie, et puis en fait qui rebondit sur celle de la vôtre, Vanessa. C'était finalement, vous nous montrez, Jessie, qu'il y a
des principes sur les conditions du partage, enfin sur oui pour le partage ou pas oui, et puis après quand même des mises en condition. Et vous êtes revenu aussi un petit peu là-dessus, et sur la question du système des données, on ne peut plus penser au niveau individuel, il faut penser au niveau collectif, mais finalement l'interrogation que j'ai eue, c'est dans quelle mesure la prise en charge des risques potentiels pour les individus associés à ce partage n'est pas une condition, n'est pas un enjeu qui doit être systématiquement accroché à celle de est-ce que vous voulez partager ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des dispositifs, est-ce que dans vos questions, on peut encore poser la question du partage si on ne la spécifie pas en termes de pourquoi faire, mais aussi avec quelle prise en charge des risques comment on a anticipé le fait qu'il y a des risques potentiels dont on est aujourd'hui bien conscient, ne serait-ce que sur on parle de données sécurisées, etc., mais on sait tous que les données sécurisées finissent à un moment ou à un autre potentiellement par ne plus être sécurisées. Et donc, comment les dispositifs d'accompagnement du partage, parce que c'est bien beau de dire il faut être un bon citoyen, il faut partager, il faut être altruiste, mais si les risques retombent sur les individus et qu'on n'a pas suffisamment assumé la prise en charge des modalités de protection individuelle, c'est un petit peu un faux jeu quoi, dans la discussion. Donc, comment cette question de qui prend en charge les risques intervient-elle dans les interrogations ? Oui, ça fonctionne. Pour le coup, il ne me semble pas que ça a été... Alors, ça n'a pas été dans le questionnaire, et je pense que c'est aussi une des limites, tout dépend... là, si on parle de méthodologie, je pense que là, il faudrait réfléchir à comment ça peut être pris en compte dans un questionnaire à ce moment-là, où on demande aux gens quelles pourraient être leurs préférences. Dans ce questionnaire, ça n'y était pas. Voilà, donc c'est aussi toutes les limites de l'exercice, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des informations intéressantes sur ce que les gens sont prêts à faire. Je pense que c'est quand même à être complété avec d'autres exercices qui sont faits, que ce soit sur cette population des personnes atteintes de maladies rares ou sur d'autres, où on est davantage dans une discussion sur quelles sont les conditions, avec davantage d'informations avant de poser les questions. Ça a quand même été discuté en amont pour préparer le questionnaire, donc ça a été pris en compte dans le choix des questions qui ont été retenues, mais c'est pas quelque chose qui est mis en place dans ce questionnaire. Donc moi, ça m'interroge réellement parce que je pense que depuis 2018, il y a quand même aussi plein de choses qui ont changé. Je parlais de la Covid, je parle notamment de ça parce que j'ai participé aussi à des conférences où on présentait des résultats avant, après Covid, et la confiance même dans les types d'acteurs qui ont les données a complètement changé, y compris sur les compagnies privées. Donc en fait, je pense que ne serait-ce qu'actualiser un petit peu ces questionnements-là, ce serait vraiment intéressant. Et en plus, on le voit bien, il y a d'autres questions qui se posent complètement, notamment sur les données génétiques, qui n'ont pas été traitées. Là, j'avais rajouté le fait qu'on considérait les données génétiques comme étant des données sensibles. C'était les deuxièmes plus sensibles, on va dire, pour les répondants. On n'avait pas forcément de questions plus précises sur les données génétiques et sur ces questions de données incidentes et de préférence. En tout cas, de cette façon-là. Donc, d'une certaine façon, je ne peux pas répondre totalement, en tout cas, sur les résultats. Ça n'a pas été posé. Mais c'est là où c'est intéressant de vraiment varier les approches et de pouvoir combiner. Et donc je serais intéressée, même sur cette même population des personnes avec des maladies rares, de voir quand on a alors des travaux. Là, pour le coup, je peux vous en parler un tout petit peu plus sur le séquençage, sur le dépistage à la naissance. C'est aussi l'approche qui a été prise en Angleterre, de faire davantage d'informer les patients et de poser les questions après avoir vraiment posé l'ensemble des conditions. Et donc de voir à ce moment-là quelles sont leurs préférences. Sur des questionnaires généraux, comme on les fait directement aux patients, c'est pas cette approche, mais il faut que ce soit complémentaire. J'aime bien la question. Ce concept de risque est tellement complexe parce que si on demande à un généticien de faire une estimation de risque, et il donne sa réponse le plus honnêtement possible avec toutes les incertitudes dedans, peut-être que pour le patient, ça veut dire complètement autre chose que pour son vécu
le risque d'être blessé, le risque d'une maladie sévère qui est traitable vis-à-vis d'une maladie peut-être pas sévère mais incurable, les trucs comme ça, c'est très différent au niveau individuel. Et donc ça veut dire que la réponse traditionnelle dans la bioéthique de laissons décider le patient même, c'est pas une réponse parce que ça veut dire que il y a énormément de réponses et chaque cas devient unique lorsqu'en génomique, on a besoin de travailler ensemble, de collaborer et de ce partage. Et donc, je pense qu'il faut aller chercher dans les éléments d'estimation. Donc, pas forcément les jugements individuels de risque, mais qu'est-ce qui fait que cette personne a cette vécu de risque et tenir compte de ces valeurs de base pour arriver à un système dans lequel tout le monde peut avoir confiance. Alors, du coup, c'était pour... oui, alors Laurence Fèvre, en généticienne, clinicienne à Dijon. C'était pour Jessie par rapport à la question du dépistage néonatal et de la participation des patients pour leur point de vue. Et donc, je voulais savoir quelle pouvait être votre vision sur comment on sort du fait que du côté des pros, souvent, en fait, on essaye beaucoup, effectivement, dans nos études, de prendre l'avis de la population générale ou des patients, parce que c'est important, ce sera eux qui seront concernés, mais on va très très souvent avoir un retour des professionnels en disant mais ils peuvent pas mesurer en fait ce qui peut arriver, puisqu'effectivement là on est dans plusieurs centaines de pathologies concernées si on parle de l'extension, et ce côté effectivement de pas forcément considérer la valeur des chiffres qui sont effectivement assez éloquents de façon générale sur ce que les personnes veulent savoir, mais qui vont quand même assez loin quand même, et jusqu'à dire même des pathologies à révélation tardive, pourquoi pas, ce qui met quand même en difficulté vis-à-vis de la question du mineur et tout ça, et qui fait que peut-être ce point-là, effectivement, contrebalance le fait d'aller dire, oui, mais est-ce que les gens se rendent vraiment compte quand ils disent ce qu'ils veulent? Même si on interroge les gens concernés, ce qui va être de nouveau rétorqué, ça va être, oui, mais ils sont concernés, donc ils ne sont pas n'importe qui, et donc ils veulent que les gens soient dépistés, mais ce n'est pas quelque chose qu'on souhaiterait pour la population générale. Et c'est vrai que moi, je me trouve souvent en difficulté avec la communauté et les points de vue des patients et de la population qu'on interroge, et je voudrais bien avoir votre avis, vous, celle des autres, de comment on sort de ça. Je pense qu'on est effectivement typiquement dans la situation où, là, pour le coup, nous, ce qu'on cherche à porter, c'est la voix des patients. Et donc, du coup, ça vient contribuer au débat, ce qui ne veut pas dire que ça fait tout, mais ce qui veut dire effectivement, alors je ne sais pas si je peux complètement donner un conseil pour en sortir, mais ce qui est vrai, c'est que on parle aux gens qui ont fait cette expérience de vivre avec la maladie ou d'avoir un enfant qui vit avec la maladie et de devoir faire les choix. Et il me semble que quand on pose la question de savoir est-ce que si cela était possible, ou si ça avait été possible, vous auriez voulu être dépisté à la naissance, ou vous auriez voulu que votre enfant soit dépisté à la naissance, on parle toujours d'un endroit. Et là, en fait, c'est se dire que c'est une réponse qui est informée par l'expérience vécue de ce que c'est que de devoir prendre ce genre de décision. Et alors, on peut peut-être dans ce cas-là aussi sortir, parce que on peut avoir l'impression que c'est très particulier à ce domaine, et c'est toujours compliqué de faire entendre ce point de vue-là, et je ne vais pas donner les résultats de l'enquête sur le diagnostic, mais le simple fait de regarder la trajectoire diagnostique du point de vue du patient, même si ce n'est pas juste sur l'expérience vécue, ça donne un point de vue qui est vraiment différent de celui qui est abordé en général par les cliniciens, et qui peut juste permettre de contribuer à la réflexion.
Et donc, si on prend du recul et si on prend, par exemple, d'autres types de travaux, quand on demande, parce que j'ai l'expérience de ça, aux gens des quartiers, quelle est leur expérience de l'insécurité, on voit que les gens qui sont attentifs à l'insécurité sont ceux qui ont le plus eu d'expérience, qui les ont mis en insécurité. Et donc, en fait, quand on pose les questions aux gens, ils parlent toujours de façon située. Et on doit prendre en compte cette expérience-là pour contribuer au débat. Et donc, en fait, simplement, c'est ou que les patients entendent, dans ce cas-là, quand on est dans le débat, les arguments des uns et des autres, et qu'on puisse y réfléchir ensemble, mais aussi que les autres soient à l'écoute de l'expérience des patients, puisque c'est ceux qui sont quand même directement concernés, et que notamment, quand on voit les critères qui sont donnés pour pouvoir dire ce qu'on dit aux parents et quelles sont les décisions qu'ils vont pouvoir avoir ou non. Enfin, si on reprend les critères de Junger et j'ai oublié le nom du deuxième, quand on parle d'actionnabilité, c'est aussi sur ces questions-là, c'est-à-dire que décider uniquement pour les autres, si on entend que les parents et les patients eux-mêmes veulent pouvoir décider pour eux-mêmes, ça suppose d'entendre leur point de vue également. Dire oui, peut-être là-dessus, c'est sûr que l'avis de la population qui est concernée par la maladie ou l'avis de la population générale qui n'est pas concernée peut être assez variable. Mais c'est vrai que sonder comme ça de manière un peu segmentée les populations, c'est une chose, mais je trouve que les mettre aussi en confrontation, comme vous disiez, c'est vraiment intéressant. Laurence, tu avais organisé des focus group quand on se posait la question de savoir si on allait proposer des données secondaires en onco, en cardio, etc. Et on avait un groupe de patients en errance diagnostique qui, en gros, eux, disaient toute donnée est bonne à prendre. Ils sont tellement en attente d'informations médicales qu'ils étaient prêts à tout accepter. Et puis les patients qui, eux, avaient l'expérience de la maladie oncologique, cardiologique, qui disaient « Mais attendez, nous, l'annonce, ça a été une bombe. Vous ne voyez pas déjà derrière le suivi, l'anxiété à chaque fois que je passais mon écho, etc. » Et en fait, de confronter ces points de vue, ça faisait changer le regard des uns et des autres. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir un peu notre champ de réflexion, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que ça sera le mot de la fin, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Merci à tous, en tout cas, pour la richesse des échanges.